Attaque Maroc qui est partenaire, dont Omar fait partie. Également en Tunisie. Et ensuite, on a des partenaires en Égypte, etc. Alors, depuis ce qu'on appelle le printemps arabe, le CADTM s'est pas mal impliqué dans l'audit de la dette, une campagne pour un audit de la dette en Tunisie. Dans les informations qu'on a là, on a un manuel d'audit de la dette qui est écrit en arabe pour la Tunisie. Et voilà, si vous avez des questions par après, il y a pas mal d'infos là. Certaines choses gratuites, on peut servir, d'autres payantes. Vous pouvez laisser aussi vos contacts ou on peut en parler plus tard si vous voulez plus d'infos sur le CAVTM. Je vais vous laisser présenter le comité. En deux mots aussi, je me présente moi, Mohamed Ellouz, avocat à Liège. Le comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie, ce n'est pas la première fois que le comité participe, co-organise en quelque sorte avec le CAVTM une activité concernant justement la vie ou d'autres thèmes, surtout dans le contexte du printemps arabe. Le comité de vigilance, effectivement, est né suite justement à la révolution tunisienne, et c'est un comité qui s'est organisé pour apporter un soutien donc, au peuple tunisien pour la réalisation des objectifs de la révolution, que je rappelle les objectifs de la révolution en Tunisie. C'était surtout travail, liberté et dignité nationale. C'est le mot d'ordre lancé par les manifestants, donc surtout dans le bassin minier. La révolution tunisienne donc, a fixé, enfin la jeunesse et les manifestants à l'époque ont fixé des objectifs qu'on n'arrive pas à réaliser jusqu'ici. On piétine. C'est vrai qu'on a dépassé donc, la peur, on n'a plus peur, le peuple tunisien n'a plus peur, il y a une liberté de parole, etc. Mais la situation reste figée. On n'arrive pas à démolir l'ancien régime complètement. Et donc, ce sera difficile d'organiser et de bâtir la Tunisie nouvelle après le post-révolutionnaire. L'enjeu est important. Les complots et les manœuvres des forces réactionnaires avec le soutien certainement de quelques puissances étrangères et aussi régionales n'est pas, c'est-à-dire étranger à cette situation-là. On fait tout pour saboter les espoirs mis par les espoirs de tous les peuples arabes dans ce qui s'est passé donc, en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Voilà, donc ce comité a été créé pour essayer de mobiliser les forces de la communauté tunisienne ici et aussi les amis de la Tunisie pour apporter leur soutien à l'aide du peuple tunisien. Je crois que la lutte continue. On ne doit pas lâcher, c'est-à-dire la vigilance. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de comité de vigilance. Il faut absolument, c'est-à-dire que nous continuons la lutte parce que c'est-à-dire la route est difficile et on est un peu nulle part en Tunisie comme d'ailleurs en Égypte et dans d'autres. C'est ma conviction, on est tout au début d'un ère révolutionnaire et ça ne sera pas terminé. Nous continuerons certainement, nous aurons d'autres soubresauts dans les années qui viennent, mais ça sera difficile, c'est-à-dire ça sera des dents de scie, des montées, des hauts et des bas, et on ne doit pas, le fait que la tension diminue et le fait qu'on arrive à une certaine stabilité avec des pouvoirs, c'est-à-dire qui arrivent à sauver l'essentiel de l'ancien régime, cela ne doit pas nous décourager pour continuer la lutte. Je crois
il y a moyen d'y arriver. Voilà, c'est le comité de vigilance. On veillera à ce que notre évolution ne s'arrête pas au début du choix. Attaque Maroc, qui est membre du réseau international du comité pour l'organisation de l'aide du tiers-monde. Et je suis journaliste de profession, journaliste indépendant. Je travaille pour un site d'information qui s'appelle lacom.com, qui se positionne à l'opposition pour la démocratie et pour la transparence dans mon pays. Je remercie beaucoup les organisateurs, le CADTM, le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie et le Centre culturel arabe pour avoir préparé ce rendez-vous. Ça fait toujours plaisir de rencontrer les Marocains de Belgique, mais aussi tout le monde, parce que je pense que c'est une lutte mondiale qu'il nous faut maintenant. C'est une offensive mondiale contre les droits de tout le monde, et Marocains comme Russes, comme Belges, comme Chiliens, on a tous le même combat contre un ordre économique mondial et des institutions politiques qui ne servent que les intérêts des géants et des puissants de ce monde. En fait, ma présentation de ce soir porte... On fait le film ou je fais... Peut-être le film... La monarchie. Le 20 mars, quelques jours après le discours du roi, croyant qu'il n'y aurait plus de manifestations, eh bien, les autorités sont surprises de voir au Maroc 55 villes et des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de manifestants partout, même dans les petits villages du pays, dans 55 endroits différents. Et donc, on est sur une pente ascendante. Et le prochain rendez-vous va être un mois après, c'était le 24 avril, qui a été le pic. On était 800 000 dans la rue. À Casablanca, il y avait un pic de 50 000 personnes, du jamais vu, c'est historique. Même sous le colonialisme français, jamais il y a eu d'aussi grosses manifs, c'est-à-dire c'est quelque chose de tout à fait nouveau. À Rabat, on était 30 000 alors que les manifs faisaient tourner autour de 500 personnes, le maximum. On ouvrait du champagne après quand il y avait 500 personnes en manif, on était contents. Ça c'était avant. Et donc le 24 avril c'était le vrai signal d'alarme pour le régime marocain. Il faut vraiment arrêter là. Et donc le mois de mai commence une vague de répression, tous azimuts, avec tous les moyens et sans état d'âme. C'est le mois où on a eu 2 morts, un à Hoceima dans le Rif et un dans la ville de Safi vers le sud, et beaucoup d'intimidation, de rafles nocturnes, d'emprisonnement. Les manifs ne marchaient plus, les rassemblements de 3 personnes dans les grands boulevards étaient systématiquement matraqués, sans sommation, sans rien du tout. Et le régime montre en même temps son visage répressif, mais également affiche sa peur, parce que ce mouvement, il a vraiment fait peur à ce régime politique. Après des interventions au niveau de l'Union européenne, etc., la répression est finie à la fin du mois de mai, et au mois de juin ça a repris, mais c'était de courte durée. Hein. On est arrivé à des manifs de 100 000 personnes à Casablanca et à Tanger, c'était encore plus impressionnant. Et là, le régime n'attaquait plus la foule, mais allait dans les maisons, les nuits, etc. Et donc, il a ramassé beaucoup de gens, surtout les chevilles ouvrières du mouvement, ceux qui vraiment veillaient à l'organisation de la manifestation, à mobiliser les gens, et ceux qui sont actifs dans leur quartier, comme Mouad, le rappeur. Il est vraiment mobilisateur dans son quartier. À lui seul, il a fait des grosses manifs dans son quartier, qui est un quartier à la périphérie de Casablanca, un quartier très pauvre. Et donc voilà, bon, l'été ça ramait, ça allait par-ci par-là, et il y a eu le moment de la Constitution. La Constitution a été prête, et on a découvert, bon, ça ne se faisait pas d'illusion, on a découvert que c'était un relifting de la dernière Constitution de Hassan II. Monté en 3 semaines. Monté en 3 semaines, même pas au Maroc, par des constitutionnalistes français en plus. Oui, ça a été monté au Bourget. En fait, cette constitution confirme le roi, mais en fait, elle est plus claire que la constitution de Hassan II. C'est-à-dire, la constitution de Hassan II empêchait le roi de faire certaines choses qui s'est permise maintenant sous la nouvelle constitution, parce qu'elle clarifie les choses. Alors, officiellement, le roi, c'est le premier imam, le premier juge, le premier flic, celui qui décide de la politique intérieure, la sécurité, les affaires étrangères, bref, toute la panoplie. La culture, il la laisse au gouvernement. Et encore.
Et il a préparé les élections, et aux élections législatives, c'était en novembre, il y a un an maintenant, les élections législatives, le PJD, le Parti Justice et Développement, c'est un parti islamiste light, proche du régime politique, monarchiste jusqu'au cou, plus que le roi, a gagné les élections, et donc il a eu le gouvernement. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup d'hypothèses dans ce sens-là. Le mouvement du 20 février ne rassemblait plus beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y a eu la peur, mais il y a eu aussi une grosse partie du peuple marocain qui faisait confiance à ce parti, qui se disait c'est un parti qui lutte contre la corruption, etc. Et donc, on dirait qu'on lui a donné une période de grâce à ce parti politique. Bon, ce parti politique, dès le départ, il a accumulé les humiliations parce que le roi a recruté tout un gouvernement en tant que conseillers royaux, y compris les anciens ministres des anciens gouvernements. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères actuel a dit: je suis arrivé à mon bureau, il n'y avait plus de dossiers, il n'y a plus d'archives, parce que l'ancien ministre qui est devenu conseiller royal a emmené tous les dossiers des affaires étrangères. Dans toutes les manières, il n'en a pas besoin parce que c'est le roi qui fait les affaires étrangères. Donc voilà, le roi a poussé le Premier ministre à lui présenter des excuses officiellement, et il continue les humiliations. Le roi a ordonné l'interdiction d'une conférence où le Premier ministre allait intervenir à Tanger. Donc ils sont montés dans un bras de fer et dans une humiliation de ce gouvernement. Justement, il n'a pas été à la hauteur parce qu'il n'a jamais soutenu le mouvement du 20 février. C'est grâce au mouvement du 20 février qu'il a accédé au pouvoir, et là il est en train de rater une grande chance pour le Maroc. Cette chance, c'est pas que le Maroc qui a cette chance, mais surtout le régime politique marocain, parce que c'est sa dernière chance. Et là, je voudrais parler de ça. Le régime politique marocain, c'est dans une phase de pression, de crise, c'est-à-dire dans un rapport de force plus ou moins équilibré avec la rue, qu'il a pu céder. Il a cédé, mais il a laissé le temps faire les choses. Il a cédé, mais il s'est dit: dans 4 mois, je vais vous montrer dans ma constitution, et dans quelques temps, et je vous promets, je vais faire un conseil des jeunes et un conseil supérieur de ça et ça et ça, etc. Et on dirait que début 2012, il a commencé à regretter avoir lâché du lest, parce que on s'est affaibli, il n'y a plus rien, il n'y a plus grand chose dans la rue marocaine. Il y a des choses qui se passent, il y a des secousses sociales très violentes par-ci par-là, mais ça ne fait pas les masses qu'il faut pour un changement de masse, pour une protestation, pour vraiment une poussée de masse. Et c'est là où le mot d'ordre du régime, de l'État marocain, en 2012, a été la répression. Et ça donne plus de 70 autres camarades qui sont maintenant dans les prisons, et le retour des vieilles méthodes des années de plomb. Maintenant, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture vient de sortir son rapport au Maroc. Il a dit: la torture est systématique dans tous les centres de police au Maroc, et surtout quand il s'agit de militants. Des militants qui en ont attesté devant le juge, qui ont dit j'ai été torturé par voie sexuelle, et plusieurs ont été dans ce cas. C'est-à-dire qu'il y a un retour aux vraiment vieilles méthodes. On pousse les gens à la paupérisation, on paupérise. Plein de copains ont perdu leur travail. Moi je l'ai perdu avant, pendant que le pouvoir était fort, pendant que le mouvement était fort. En 2011, il y a plein d'amis qui ont perdu leur travail, qui ont été licenciés. Il y a des syndicats de gauche qui soutenaient le mouvement du 20 février, qui soit ont été dissous, soit on les a divisés, soit on leur a envoyé des personnes proches du régime pour les phagocyter, pour gagner les élections à l'intérieur de ces syndicats. Et puis il y a ce qu'on appelle les Baltajia, qui maintenant c'est devenu un phénomène régional maintenant. Les Baltajia, parce qu'il faut dire aussi, entre parenthèses, le régime a vu une jeunesse avec beaucoup d'énergie, avec plein de choses à dire et avec beaucoup de revendications, mais il n'a pas sa propre jeunesse à lui qui le défend. Il a juste ses intellectuels, et encore, mais il n'a personne dans la rue. Et donc il a eu recours
à recrutement, grâce à l'argent de l'Union européenne d'ailleurs et de la Banque mondiale, l'argent de ce qu'on a appelé l'Initiative nationale de développement humain, qu'il diffuse dans les associations de quartier, etc. Grâce à cet argent-là, il a recruté des Baltagia munis de pierres et d'armes blanches, etc., qui viennent terroriser des militants, et personne ne s'est rangé du côté du régime, mais qui soit censé, qui viennent débattre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat. On était les seuls à avoir un argumentaire bien ficelé, etc. Et on n'avait personne en face, si ce n'est des gens comme celui qui a envoyé Mouad en prison. Bref, la situation maintenant est telle que le régime est devenu fort, mais il multiplie les bourdes et les maladresses. Ça se voit aussi au niveau de sa politique que de sa politique économique. Maintenant, si vous voulez, le Maroc est au plus bas de sa santé économique. On n'a plus que 3 mois d'importation en devises. On s'est endetté. La dette publique marocaine, elle représente 4 fois plus ce qu'on a emprunté à l'étranger qu'en 2011. En plus de le roi, il est parti dans le Moyen-Orient. Enfin, le monde, il y a longtemps appelé Hassan le quémandeur des croyants. Eh bien, le quémandeur du croyant fait sa version 2 et il est parti chercher 5 milliards de dollars chez les monarchies du Golfe. Et donc 5 milliards plus, ça fait 8 fois la dette, 8 fois la dette publique empruntée en 2011. Ça dit un petit peu la crise où est le Maroc. L'État ne recrute plus, même les petits groupes qui recrutaient il y a quelques années, même l'année dernière, ne recrutent plus. Et puis un nouveau cycle de hausse des prix qui est prévu. Tout ça prédit qu'il y a une colère. Il y a une colère qui se prépare, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais ce qu'on sait, c'est que l'État a tout fait pour casser toutes les structures capables de canaliser cette colère. Et si l'État n'avance que sous la crise, la prochaine crise ne sera pas aussi sensée et aussi organisée que celle sous le mouvement du 20 février, parce que le mouvement du 20 février a été épuisé par cet État. Et il faut dire aussi que le potentiel de violence du Maroc n'a rien à envier aux voisins de la région. Et donc la situation est probablement elle est inquiétante, voire plus. Voilà en gros un topo sur ce qui se passe au Maroc en ce moment. Répression, régime, 20 février. Et je vous propose d'en discuter. Ceci dit, en attendant, il faut quand même préciser que le dictateur